Bonjour, bonsoir aux internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue à la 3e édition du magazine économique et du rendez-vous économique pour l'année 2021. Nous sommes à l'heure des grands rendez-vous économiques et financiers. Nous avons déjà étendu et vu le grand chantier de la nation le 1er janvier, le 2 janvier à l'espace Leslie de la Tour, le gouverneur de la Banque centrale et maintenant c'est le représentant du secteur privé depuis déjà des années, Pierre-Marie Boisson, qui est à notre disposition pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant l'année écoulée et les perspectives pour les années futures. Pierre-Marie Boisson nous dit bonne année, nous espérons 2021 certainement plus beau que 2020. Moi, certain de ça. Certain de ça. Bonne année, Christian. C'est ta première révision alors. C'est la première révision. Bonne année, Christian, et bonne année à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes, enfin bref. C'est bien ça. Tout est... Il y en a beaucoup, pas vrai? Ça remonte à quelques années, pas seulement au niveau des grands rendez-vous. Nous avons, je te le disais tout à l'heure en coulisses, la première émission du genre que j'ai faite à Métropole, où moi, tu as 22 ans en arrière, 98. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'être aussi constant. Hein? On aime bien être stable. La stabilité, c'est pas seulement macroéconomique. Ce ne sera pas possible pendant tout à fait. Parlant de stabilité, Pierre-Marie Boisson, je pense que 2020, moi, avant, on a appliqué quelque temps, on a regardé, mais nous ne pouvons jamais vivre ça. Quand nous retournons à la Grande Dépression de 1930, nous toujours gardé dans le livre, mais j'aimerais me dire là tout, les économistes, et ça qui passe là, selon le laboratoire, nous entrons, en plus, quand on étudie en théorie, nous vivons les. Oui. Comment que l'économie mondiale là, puisque nous devons commencer par l'économie mondiale avant d'arriver en Haïti, parlons de ce qui se passe au niveau mondial avec ce choc. On se rappelle en mars dernier, vous étiez ici avec nous également pour discuter avec Robert Parette de cette crise sanitaire, l'impact sur l'économie et la finance. Est-ce que ça te prévoit? Oui, ça me prévoit. Enfin, si nous faisons un petit rappel rapide, premier notre dominante économie mondiale là, c'est le Covid. Covid l'apparaît en janvier, mais en réalité, il commence vraiment moyen économique à plus proche de nous, c'est-à-dire les États-Unis, vraiment en masse. Parce que, si vous songez bien, Covid a frappé la Chine d'abord. Bon, la Chine, rapidement, il prenait des mesures assez spectaculaires, je dirais, surtout dans la province qui a été frappée, Hubei, et qui consistait en confinement très strict, en plus de toutes les mesures barrières qu'on connaît. Mais ensuite, il était frappé aux États-Unis. Il a commencé à frapper les États-Unis vraiment en mars. Durant la deuxième semaine de mars, on a commencé à avoir vraiment l'apparition de cas, de morts, etc. Et ça a été très vite. Mais ça nous a dit à l'époque, et m'a rappelé, c'est que le plus gros impact de la crise est économique. Parce que la crise a un aspect là-dedans qui rapidité de propagation de la crise et le fait qu'à peu près le 5e de monde qui est infecté dans ces pays-là. Ce n'est pas nécessairement vrai d'Haïti, mais dans les pays développés, il y a à peu près un 5e de ces gens-là qui vont à l'hôpital. Or, l'île d'hôpital, c'est-à-dire l'infrastructure sanitaire qui existe dans les pays, l'île conçue pour un certain nombre d'hypothèses de vie qui ne sont pas intégrées en pandémie. Donc, le nombre de lits d'hôpital qu'on gagne, puis il y a 5% de monde qui prennent ICU, c'est-à-dire vraiment des lits de réanimation qui équipés de ventilateurs et qui ont des spécialistes autour d'eux. Le problème, c'est que la capacité installée n'a pas suffi pour vague ça. Et il y a une capacité installée pour bien comprendre. L'homme n'a pas de lit, on prend son cabane, ou bien c'est cabane avec un ventilateur. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas l'équipement physique. Là. C'est l'existence d'un personnel entraîné. Parce que pour entraîner un médecin, ça prend 10 ans. Pour entraîner un infirmier, ça prend 4 ou 5 ans plus l'expérience. Donc, ou pas du jour au lendemain, ou multiplier par 10 le nombre d'infirmières ou de médecins ou de monde qui est capable d'intervenir sont malades atteints de Covid. Donc, même si je parle de fonction de production en économie, nous allons prendre équipement, matériel, exactement. Tout ça gagne pour nous prendre main d'œuvre là tout. Et main d'œuvre là plus difficile pour obtenir par son équipement. Stock la constant. Ça entraîne que vous obligez de dire, je ne sais pas comment pour me traiter maladie ça, je n'ai pas de médicaments. D'ailleurs, je n'ai pas de temps pour me faire recherche pour médicaments. M'obliger rapidement empêcher la propagation. Et comment empêcher la propagation? C'est ce qu'on appelle les mesures barrières. C'est empêcher les gens mobiles, empêcher les gens de rencontrer une sous l'autre, aller dans bar, aller dans fête, etc. La cité qui va le gros. Or, ça vient mener que le premier secteur qui parle d'une frappe et baraille, ça, c'est le secteur des loisirs et du tourisme. Or, industrie tourisme, avec sa cap gravité autour, il représente 10% de l'économie mondiale.
Alors, l'économie mondiale, mesurée par 2019, qui était à peu près 84 trillions de dollars, 10% pour 8 trillions de dollars. Vous comprenez? Donc, des pays comme, par exemple, pays européens ou bien américains, c'est la troisième plus grande destination touristique au monde. La France n'a pas Donc, une équipe emploi qui dans le secteur sérieux qui frappe violemment. Donc, il est obligé non seulement de confiner les gens, mais les gens leur confiner, ils consomment moins tout. Et puis, il n'y a pas une série de côtés, il n'y a pas qu'à aller dans le bar, il n'y a pas qu'à aller dans le restaurant. Donc, ceci a entraîné rapidement sur le premier et le deuxième trimestre la récession de loin la plus brutale qu'il y a eu dans le monde et qui frappait plus les pays développés que les pays sous-développés. Donc, c'est ça donne que nous avons analysé ensemble. Et si nous pas regardons maintenant, avec un an de recul, puisque nous avons presque un an, puisque nous arrivons en janvier là, nous en janvier déjà, en fait. Et le PIB mondial a eu un recul. Bon, lorsque nous étions ensemble là, les tendances étaient que à peu près 5% de recul. Qui tombe à un record parce que c'était la moitié pour la grande récession de 2009, c'était à peu près 2,5% de recul du PIB mondial. Alors que là, on va parler de 5%, le double. Bon, Lyon Tijan a amélioré dans le deuxième semestre année, particulièrement aux États-Unis. Donc, la Chine, qui est le seul pays au monde à avoir cru, mais qui a cru beaucoup moins vite qu'elle le faisait avant. La Chine a cru à peu près 1,9% par rapport à 6% qu'elle gagnait avant la crise. 6,5%, 6%. Donc, tu as eu un recul de 4,4%. Maintenant, quand on a révisé ça au niveau des réunions d'automne du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, on estime la décroissance de 2020 à peu près 4%, 4,4%, avec un chômage qui avait atteint 14,7% aux États-Unis, qui était record, puisque le record avant ça était la récession de 1981, lorsque le chômage a atteint 10%. Donc, la crise mesurée par le chômage, mesurée par la baisse du PIB, est la crise la plus importante qu'on ait, et aux États-Unis, et dans le monde, et plus encore en Europe, que depuis la Grande Dépression des années 30. Maintenant, on apprend une leçon de Grande Dépression, et on voit que les policymakers de l'époque t'ont fait, au lieu de relancer l'économie à travers la demande, nous apprenons l'histoire, il y a Bernanke qui lui-même écrit sur ça. Crise 2008, là, nous apprenons comment il était obligé de sortir là-dedans. Yep. Là, je vous dis, Friedman avec Keynes, côté où il y a, doivent faire une discussion, parce que le monde est devenu. Il pleut des dollars, il pleut des euros. On dit ça déjà, ça, mais son bac qui m'apprendre dans l'école à Harvard. L'heure a fait pas bon, c'est-à-dire l'heure que nous un grand ralentissement. OK? Toutes les sociétés ont rencontré. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez même chose, parce que pas de monde aujourd'hui dans le monde que le républicain, que le démocrate qui pas du tout, il faut qu'on stimulus. Il faut qu'on injecte comme public dans l'économie. Pour qui ça? Parce que l'économie a un ralentissement, par exemple, d'ordre financier. Par exemple, une grande crise financière, crédit a un problème, il y a un problème pour redémarrer le crédit. C'est ce qui s'est passé lors de la grande récession de 2009. Eh bien, l'économie a démarré lentement. Là, elle démarre lentement comme ça. La demande privée pour les activités économiques n'est pas au rendez-vous. Dans le cas de Covid, c'est même bagaille. Le cas de Covid, c'est que les gens peuvent bouger. Ils peuvent aller dans l'avion, ils peuvent aller dans le bar. Donc, quel que soit le crédit ou au monde, même si vous voulez le crédit, mais les gens ne doivent pas même prendre. Parce que les peut, les paralysé. Parce que si on va travailler à 25 ou à 50%, ou un avion travaille à 25-50%, il ne peut pas camper. Donc, ce qui fait qu'à ce moment, la seule façon pour toi de relancer cette économie, c'est à travers des dépenses publiques. Et c'est ça qui est théorique. Mais le monsieur monétaire a dit oui, mais il n'a pas fait inflation. Oui, mais il n'a pas fait inflation. Pourquoi ça n'a pas fait inflation? Parce que la demande agrégée, c'est la somme du privé et du public. Donc, si le privé a pas un rendez-vous, le public l'a remplacé le privé. Naturellement, il fait par l'endettement. C'est ça. Donc, quand on fait par l'endettement, il faut souci de connaître que le problème démarrer, il faut qu'on fasse coup de fouet en tout. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la théorie économique, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes économies, ce n'est pas vrai d'Haïti, ce n'est pas vrai nécessairement de tous les pays, lorsqu'on monnaie qu'on est capable de pointer notre propre monnaie à des taux d'intérêt extrêmement faibles, parce que je dis par exemple, le taux indicateur de la Federal Reserve sur 10 ans,
il est inférieur à 1%. Yeah. Donc, on est capable d'endetter parce que le pas coûte trop cher. Mais ceci étant dit, le jeu économique va le reprendre rapidement, réellement, c'est le swap contre George, parce qu'on connaît que le SAA, taux d'intérêt va monter. Mais tant que le taux d'intérêt va monter, c'est seul gens pour relancer l'économie sans inflation, parce qu'encore une fois, c'est une dépense publique qui ne remplace pas une dépense privée, ce n'est pas une dépense agrégée qui augmente plus vite que la création de richesse, que l'inflation normalement. Je suppose que ça clair pour... On commence d'abord avec les États-Unis. Et 2,2 000 milliards de dollars, nous rappelons, c'était le premier plan de reprise là. C'est une bataille qui s'est faite là pour 900 milliards. Et M. Trump, populiste de son État, dit républicain, 600 dollars passés, mettez là 2000 dollars. Et les démocrates dit, make my day. C'est 2000 dollars de développement, Bernie Sanders. Donc voilà comment, on se dit là, on consensus qui fait, il faut empêcher l'effondrement de l'économie, il faut mettre l'argent public là. Absolument. Donc ça, je vous dis là, mais c'est cette dette là qui a augmenté. On parle de 100% de PIB, c'est des bagages comme si on série des pays commençaient à prendre les pays les plus avancés. Donc, crainte qui a gagné tout, est-ce qu'il y a assez de croissance pour payer dette là? Et il y a des gens qui craignent tout que est-ce qu'on parle d'augmenter les taxes? Donc, il y a toute une nouvelle réflexion. On parle de reset de l'économie, repenser l'économie. On parle de nouveaux contrats sociaux. Comment monde pas nous économie aujourd'hui là? Écoute, question. Premièrement, en vérité, si vous pas fait ça, vous avez plus de problèmes. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on business, et particulièrement un certain nombre de business, si vous passez trop de temps, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas couvrir coûts, vous n'êtes pas obligé de fermer le business là, ou bien licencier massivement. Alors, licencier les sous licencier les pour venir reprendre quelques jours après, ou bien que les gens jouent l'autre part pour le faire. Bon, vous êtes capable d'espérer qu'on peut pédaler. Mais si vous fermez un certain nombre de business là, je dis pour un an, bien sûr qu'il n'y a pas qu'à reprendre. Donc, si vous voulez assurer un potentiel de croissance, vous obligez à adresser le court et le moyen terme immédiatement. Et pour faire, je dis, pas de substitut. Même le Fonds monétaire international, qui est par définition monétariste, l'économiste Gupta, qui est l'économiste en chef du Fonds monétaire, dit que ça en anglais, on liquidity trap. Ça veut dire que tu as un piège de liquidité. Ça veut dire soit PC relancer une économie Covid, post-Covid, par le crédit, ou à permettre à une barrière. Parce que ou bien moun le crédit, mais moun n'a pas envie de venir travailler. Ou bien il demande n'a pas au rendez-vous. Donc moun n'a pas besoin, crédit pas faire rien pour lui. Tandis que si on dit ok, c'est le moment pour moi de refaire l'infrastructure du pays. Et puis, l'autre aspect qu'on n'a pas oublié dans ce là. Il y a aussi une inégalité massive, une accroissement d'inégalité au cours des 30 dernières années aux États-Unis et dans d'autres pays, mais aux États-Unis particulièrement. Le coefficient de Gini a passé de 43 à 48 en 30 ans. Et je dis, dynamique déjà, les États-Unis ont une économie, une population qui a plus d'inégalité de richesse ou plus d'inégalité de revenus que la République dominicaine, ou bien que la plupart des pays de l'Amérique latine. Ça a été grave. Parce que c'est quand même l'un des pays les plus avancés au monde pour gagner une inégalité. Or, lorsqu'on a une inégalité, que ça veut dire? Si Cob l'a concentré dans le monde qui gagne Cob, et nous parlons de sous fiscal là avec ça, mais le monde ça économiser davantage que le monde qui est pauvre là. Donc, si vous voulez relancer l'économie par la consommation, pas oublier que 70% de l'économie américaine est menée par la consommation. Ou obligé de redistribuer Cob dans la couche moyenne de la population. Parce que les gens ne sont pas consommer. Mais même milliers de dollars qu'on baille à un monde qui gagne 35 000, 50 000 dollars de revenus ou 22 000 dollars de revenus, pour le faire plus, il peut le recycler plus rapidement dans l'économie que sous balle à un monde qui gagne 500 000 dollars de revenus annuels ou bien 2 millions de dollars. Tu vois? Donc il y a ça dans, et c'est pourquoi au niveau fiscal, ça, on connaît que son bail qui est controversé, ça me va le dire. Mais définitivement, si l'économie américaine ne reprend, on ne peut pas supporter le déficit budgétaire qui gagne qu'on y a. Et on va pas obligé de générer des surplus pour capable réduire l'endettement, parce que si l'endettement vient avec des taux d'intérêt plus élevés, il peut le pénaliser pour l'économie. Pour faire ça, on peut l'obliger d'augmenter le niveau de taxation moyen. Mais pour augmenter le niveau de taxation moyen, on a intérêt à taxer les gens les plus fortunés. Pas nécessairement pour empêcher les gens de créer des jobs. Faut intelligent là-dedans. Mais si mon a trop de déjà et que il n'est pas un créateur d'emploi encore, prenons le cas de Bill Gates, tu vois, ou bien prenons le cas de ces gens-là,
c'est normal qu'on modèle, et Bill Gates même pas tant qu'on modèle, lui-même il redistribue lui-même. La redistribution de la richesse est génératrice de croissance parce qu'elle redistribue les revenus au niveau des couches de la population qui n'épargnent pas. Donc qui recycle ça dans la consommation et ceci entraîne une augmentation de la demande agrégée. On parle de différents types de reprises. En V, L, U et pour K. Covid, K. K, en fait. K, son cas. Son cas. Et son cas pour nous pire. Yeah. Dans la mesure où, il y a des gens qui prennent choc là, grâce à l'économie numérique là, remonter automatiquement parce que il y a des gens qui viennent travailler beaucoup plus encore, qui viennent beaucoup plus productifs avec toute facilité technologique qu'il y a là. Et c'est même nécessaire. Il y a des gens qui partent dans l'inclusion numérique là, qui étaient aucun dehors et qui descendent en bas. Donc là, si on regarde les cas, on va voir un gap qui va le créer, la fait inégalité qu'on va parler. Et c'est ça, plus que la Covid là, c'est pauvreté qui a augmenté et également les inégalités qui ont élargi, donc qui est capable de faire comprendre que les troubles sociaux, les troubles politiques. Absolument. Plus le danger sanitaire. Parce que plus les gens sont pauvres, plus ils sont susceptibles d'attraper une infection. Attention. Or, ou pas à la dernière pandémie, tout le monde a dit ça. Le fait, il y a même des études qui ont été faites qui montrent que le fait de la coexistence de deux choses, de la coexistence des êtres humains avec les animaux, plus de la mobilité internationale, crée plus probabilité qu'on parle de l'autre pandémie encore. Or, lors de la pandémie a frappé davantage les faibles, les pauvres. Mais le pauvre, le fin qu'une pandémie, il parle pour pas agir. Donc, si vous voulez lutter contre une pandémie, ou pas une question de riche, pauvre, mon cher, ou bien qu'on ne pas acheter vaccin, pas vaccin, ou obligé de distribuer le vaccin gratuitement. Parce que l'existence, la circulation du virus au niveau des couches pauvres de la population mondiale menace tout le monde. Donc, la redistribution ne devient pas une affaire seulement morale ou sociale. La redistribution, je l'ai dit tout à l'heure, a un aspect dynamisant pour l'économie, mais là, il y a un aspect de protection contre les risques. Protection contre les risques de maladie. Tu vois? Donc, il est obligé de redistribuer, je dis. Son bail qui. Bon, et puis maintenant, il y a un autre problème. Avec la révolution technologique, vient maintenant à disparaître, au moins temporairement, un certain nombre de catégories d'emplois. Ou à disparaître, ou à diminuer drastiquement. L'intelligence artificielle, on connaît, va manger un pile d'emplois. De plus en plus, on parle de l'idée de redistribuer à des gens qui n'ont pas encore la possibilité d'être recyclés. C'est ce que font les pays nordiques. C'est très critiqué par les gens qui sont très à droite, qui disent ouais, bah, ça aussi. Bon, mais écoute, si on pas fait ça, encore une fois, tu pénalises la consommation et tu t'entraînes des risques d'avoir plus de difficultés à lutter contre une pandémie. Cette année, le Forum économique mondial a décidé de ne pas faire classement et compétitivité, parce que le choc là était tellement lourd, il était by 4 piliers qui montraient qui pays plus résilient et qui pays plus préparé pour faire face à ce qui va arriver dans le post-Covid. Premier élément, l'économie numérique. Nous sommes parlé de l'ILA, tant qu'on a un écosystème solide de l'économie numérique, que le télétravail, que l'éducation à distance, tout ça va jouer. Deuxième variable qui est importante pour l'île, du constat que les secteurs sociaux, éducation, santé, capital humain, pour la redistribution aussi des secteurs. Troisième, gouvernance et institutions. Clé. Et quatrième, renforcer les systèmes de santé pour les futures épidémies et les futures pandémies. Comment vous êtes capable de monde parer vulnérabilité ou encore résilience avec ces 4 piliers? Plus gros faiblesse, je dis, c'est dans le pilier de gouvernance. Lorsqu'on a dit gouvernance publique, ou d'internet, Afrique, Haïti, problème, pays fragile. Ou connaît nous son petit 4 ensemble au niveau Harvard, ou son image que je prends. Crise ça fait me découvrir, fait un peu me découvrir les faiblesses du système politique américain. By the way, un petit peu oublié dit tout à l'heure, il y a un pic keynésien aux États-Unis, je dis à qui est Donald Trump. Parce que la relance économique de Donald Trump, ou du moins la poursuite de la relance, parce que la relance a été faite depuis Barack Obama, c'est à travers un doublement de déficit budgétaire fait. Le Donald Trump réduit taxes de saleté à 20%, 21%,
taxer impôt sur le revenu. Mais comme là, c'est vrai, bon, on est capable de critiquer ou pas critiquer, mais il provoque un déficit budgétaire très élevé. C'est lui qui alimente la consommation, qui fait l'économie tourner porteuse. Maintenant, pour aller vers l'économie du futur, qu'on va parler là, c'est une économie qui est très, très, très complexe parce que la bouge rapidement. Mais Gomba qui, pour moi-même, évident, c'est que nous avons besoin de faire une transition. Il y a une série de monde qui peuvent passer 6 mois, 12 mois pas qu'à travailler. Parce que l'emploi peut venir supprimer à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la technologie et à cause du Covid. Parce que le Covid, dans Gomba, il est passé. Distanciation sociale, qui est une première mesure barrière. Qui ça veut dire? Il veut dire que pour distancer le monde socialement dans le restaurant, obligé de baisser la capacité du restaurant, pas vrai? Obligé de baisser la 50%. 20%. Donc, mon série de restaurants, pas de parce que ces business-là, comme les hôtels, les restaurants, les avions, ils sont basés sur le volume. Un hôtel est basé sur un taux d'occupation minimum. Mais il y a des hôtels plus solides que d'autres. Donc, il va falloir dynamiser la productivité parce que il y a une série de business qui peut disparaître. Il y a une série de restaurants qui peut disparaître. Il y a une série de surcroît d'espace de travail. Parce que il y a une série d'espace de travail qui n'est pas nécessaire parce que vous pouvez travailler à la caillou, vous pouvez faire télétravail. Donc, tout ceci vient te dire que espace de travail, ça, restaurant, tout ça, c'est emploi lié. Donc, vous pouvez avoir une libération d'emploi, vous pouvez avoir un chômage structurel qui peut réinventer le milieu de travail là. Mais pendant qu'on fait ça, il y a un espace de transition. Pendant qu'on va obligé d'entraîner les gens. Bailler un revenu minimum pour être capable de ne pas mourir. Pour être capable de continuer à contribuer à la société. Tout ça t'entraîne une conception très différente du fiscal, une conception très différente de la conception même de l'organisation du travail. Par exemple, même m'a posé mes questions sur toute une série d'immobiliers dans New York. Parce que si vous regardez l'immobilier dans New York ou dans Miami, etc. Manhattan en particulier là. Manhattan en particulier. Son série d'espaces de travail, côté la conception du travail était qu'on allait travailler tous les jours. Concentration. On allait travailler tous les jours, travailler pour l'employeur. L'employeur, ça a assurance, il tout bagaille. Mais ça, les gig économie aujourd'hui, les emplois alternatifs, les gens qui créent leur petite entreprise à partir d'un écran d'ordinateur, qui ont peut-être un associé, 2 associés, qui travaillent par communication, mais tout ça pas demandé même espace là. Donc tu vois, il y a une reconception. Le reset par il y a une reconception de tout l'espace de travail qui va se faire, mais on l'a fait naturellement. Pas nécessairement capable de dire, mon cher, mais qui j'aime pas le faire. Tu vois? Nous suivons Magazine économique et bien sûr Rendez-vous économique, les grands rendez-vous de l'année et 3e émission de l'année avec Pierre-Marie Boisson. Nous sommes le 3 janvier 2021. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 2e partie de l'émission. Vous suivez le 3e grand rendez-vous économique et financier de l'année 2021. Nous sommes le 3 janvier. Notre invité Pierre-Marie Boisson, chaque année, nous prenons rendez-vous ça. Nous finissons des gouverneurs de Banque centrale, nous finissons des ministres des Finances. Donc, nous passons à secteur des affaires là pour nous garder ça qui a passé. Nous sommes gardés au niveau mondial, on ne peut pas ramener vers la caille. On a parlé de reset, il y a parlé de nouveaux contrats sociaux, on a parlé de fiscal là pour nous garder de notre façon. On garde au niveau de l'Amérique latine, de la Caraïbe. Moi, j'ai une possibilité pour me en octobre dernier, lors de l'Assemblée annuelle là, économiste en chef de Banque mondiale, nous avons fait une interview pour nous regarder qui s'est passé. Monsieur dit que dans tout ça que le gain au niveau de données mondiales, l'Amérique latine et Caraïbe, c'était pas un plus gros choc là. Donc, reprise ça, repenser ça que le fait la pays. Qui ça? On a parlé de nouveau capital humain, on a parlé de télétravail, on a parlé d'économie numérique, gouvernance et institutions. Comment l'Amérique latine et Caraïbe là, à côté de la République dominicaine, qui prend un gros choc, puisqu'on s'est expliqué que le tourisme, la distanciation sociale, on connaît l'économie, ça aide, ça dépend. Il prend un choc de 5,5%, choc pas rapide, frappé que nous-mêmes, parce que l'économie pas déjà ralenti déjà, donc même là, on prend un choc ça en top niveau. Comment l'Amérique latine a supposé repositionner le Caraïbe là, particulièrement le secteur touristique, qu'il y a qui diversification de l'économie régionale, caribéenne et latino-américaine? Bon. Premièrement, on dit que ce n'est pas que je voulais pessimiste, mais les vaccins sont game changer. C'est-à-dire les vaccins, pas de importance pour répondre à une question là.
Parce que c'est à travers ça relève de herd immunity, c'est-à-dire à travers l'atteinte d'un pourcentage élevé de la population par un vaccin, qu'on va arriver vraiment à libérer les énergies, libérer la mobilité des facteurs. Je dis qu'on parle de facteurs, je parle surtout de facteurs humains. Et pour moi-même, l'Amérique latine, la République dominicaine par exemple, est beaucoup plus dépendante, un, du tourisme, deux, des flux externes de capitaux. On peut investir la Cairo. Et que les États-Unis, ou bien les États-Unis dépendent du tourisme, tout. Mais les États-Unis ont facilité, les États-Unis ont un modèle de réserve. Ça veut dire que leur emprunter un dollar, tout le reste du monde veut investir aux États-Unis. Donc, les capables de rebondir, c'est ce ça l'a fait, c'est ça. Ce qui s'est fait en 2020, par exemple, avec le premier programme de 2,2 trillions de l'administration américaine, pour relancer l'économie, qui a été successful. Mais un pays comme le Brésil, pas qu'à faire ça. Même le Chili, pas qu'à faire. Parce que l'Europe fait déficit budgétaire, immédiatement, il va tomber dans un problème inflationniste plus rapidement. Il va payer plus cher comme taux d'intérêt. Les gens ne peuvent pas demander plus pour investir dans le pays. Donc, quelque part, il frappé sévèrement et il va continuer à frapper pendant l'année. Il est capable de réagir comme réagit Abinader par l'investissement. OK, on prend ça pour nous reconstruire. Donc, on a fait des constructions que nous avons une économie solide quand même, qui est crédible. Nous pouvons peut-être emprunter, mais on pourra emprunter en monnaie forte. Donc, on a espoir que le vaccin va marcher, le va établir un retour à la normalité, qu'on est capable de relancer l'activité service. Parce que l'économie, c'est grandement dominée par les services. Naturellement, la manufacture aussi. Mais la manufacture, il faut faire très attention à lui parce que ou pas nécessairement dans l'économie, ça les plus compétitifs en manufacture. L'économie latino-américaine est beaucoup plus dominée par des denrées, par l'exportation de denrées. Donc, l'exportation de denrées elle-même, tant que la Chine va reprendre, les denrées ne seront pas... Est-ce que ce n'est pas là tout supposé un changement? Parce que l'Asie... Supposé un changement, mais là, on veut imaginer changement ça. Parce que, si on regarde les PIB, PIB a 3 strates là-dedans, il y a 3 couches. Il y a la couche première qui est l'agriculture et les denrées. Il y a la couche secondaire qui est la manufacture et aussi naturellement la construction. Et pour qu'il y ait une couche tertiaire là qui est le service. Chaque secteur ça a une réponse différente à Covid. C'est vrai que l'agriculture, étant donné que l'on a moins de mobilité, paradoxalement, on a plus de protection pour l'agriculture. Parce que on peut joindre une série de gens qui ne peuvent pas voyager, il a consommé la caillou. Donc, et le tourisme intérieur et l'agriculture, c'est des secteurs porteurs. Naturellement, moyennant que les autres paramètres qui font la compétitivité de ces secteurs, comme par exemple la sécurité, est au rendez-vous. Parce qu'il y a une sécurité, on ne peut pas relancer le tourisme intérieur, ni le tourisme extérieur. Mais, à part l'agriculture, qui est un secteur qui peut être porteur pour ces économies-là, il faut espérer quelque part que la mobilité des facteurs mondiaux va reprendre, et ça dépend du vaccin. Il faut me dire que le vaccin a un côté extrêmement positif là-dedans parce que il y a même 5 vaccins là qui peuvent être rapidement disponibles. OK? Pour gagner deux points passer là, après ça va le gagner. Et bon, troisième qui est intéressant parce que il prend moins de température. AstraZeneca qui a été approuvé par la Grande-Bretagne. C'est ça. Ça, c'est les mêmes qui parlent bon pour nous. Oui. Parce que l'autre aussi n'a pas de Pfizer avec Moderna. Nous ne pouvons pas ça en 2022. Ça, c'est vrai. Parce que, bon, nous n'avons pas de infrastructure pour ça tout. Et regardez, même aux États-Unis, il y a un problème là. Maintenant, le grand problème des États-Unis, c'est que nous prévoit un chiffre bas, il prévoit 20 millions de vaccins déjà distribués là. C'est ça. Il y a à peine même pas 3 millions. Parce que ce n'est pas pour du vaccin, il faut déplacer tout, c'est toute chaîne. Le gros défi que nous n'avons pas adressé, ce n'est pas défi distribution. Parce que nous avons dit, ah ouais, moi je ne sais pas pour produire pour distribuer. Non, il n'y a pas ça seulement. Former de vaccins dans le bras. Or, c'est le même problème infrastructure sanitaire. Pour vacciner les gens, ou besoin de pile de monde. Or, les gens, qui est-ce qui parle payer? Monsieur, pas réfléchir sur ça. Il dit, ah, c'est les États. Mais l'État n'a pas un cop pour ça. Donc, et la rapidité avec laquelle le vaccin va être disponible et va vacciner les gens, gain pour avec rapidité avec laquelle les économies vont reprendre. Et pour moi, il faut cette reprise-là pour que l'Amérique latine puisse recommencer
un modèle, même s'il n'est pas le même modèle d'exporter par rapport aux denrées, mais soit faire manufacture dans un petit pays. Et la plupart des pays, ça, c'est des petites économies. Marché intérieur a saturé très rapidement. Ou besoin d'exporter. Or, pour exporter, il faut que les États-Unis reprennent. Si les États-Unis ne reprennent pas, ça relève de 90% d'économie. Les économistes disent que le Covid a réduit l'économie mondiale de 10%. Ça veut dire l'économie de 90%. Donc, si on ne pas retourner, monter côté avant. Parce que même la croissance, on ne parle pas de croissance future tout à l'heure, mais même avec la croissance future, on n'anticipe pas, non que 2021, nous allons retourner à niveau de gain en 2019. N'a toujours, même si nous avons croissance, nous avons toujours un bal, oui, en termes de global. Donc moi, je regarde l'Amérique latine, je dis, est-ce que l'Amérique latine va changer de modèle, va passer d'un exportateur de denrées à un exportateur de produits technologiques, de produits... Pas qu'on ça, parce que, et encore une fois, c'est l'économie mondiale qui est en pandémie. C'est l'économie mondiale qui a un ralentissement. Or, ces économies-là ne sont pas des économies, à part le Brésil peut-être, ou bien le Mexique. Ce ne sont pas des grosses économies consommatrices. Donc, tant que l'économie mondiale souffre, bon, il faut dire que si la Chine reprend, le pays, ça revend un pile à la Chine. Donc, ça va être une opportunité. Or, la Chine a bien mieux géré sa crise de Covid que l'Europe ou les États-Unis. Tout à fait. L'Amérique latine toujours, République dominicaine qui est en essai. Alors, République dominicaine, comme on a dit, moi, je ne pas la République dominicaine capable de reprendre autrement pour l'investissement, ce qu'avait fait la Chine, et en espérant des jours meilleurs. Enfin, bon, il y a pas d'été un peu sérieuse là, parce que... Il n'y a pas d'été en pile. Et il prête 3,8 milliards de dollars, il a dépensé, il aurait fait budget. Mon n'est pas obligé de déprécier, il a déprécié déjà. Et qui sont prévus pour. Parce que dépréciation monnaie dominicaine, je l'ai dit, il y a un impact sur Haïti quand même. Absolument. Donc c'est la troisième partie, mais vous prévoyez une dépréciation, il y a qu'un bill dans la fourchette de 50. À l'équilibre, l'on pointé. À un certain moment de la durée, ou à des difficultés pour une monnaie stable. Mal du bruit ça. Premièrement, l'on pointé, ça veut dire que tu fais rentrer des dollars dans une économie que l'économie n'a pas générée. Ou créer inflation. Ou créer inflation en pointant, tu vois. Tu crées une pression inflationniste que sous pas déprécier ou pas perdre de compétitivité. Parce que, nous allons expliquer ça tout à l'heure, mais les flux rentrants de dollars en autonomie provoquent une appréciation de la monnaie. Provoque une appréciation de la monnaie. Or, nos pays comme la République dominicaine sont poison liés. Parce que sous quitter monnaie appréciée, la obligé de déprécier quand même, sinon on a un problème de compétitivité. Or, pas capable d'emprunter pour faire des investissements si on peut gagner des problèmes devant pour rembourser un emprunt. Parce que l'endettement, on pas besoin de rembourser. Pour rembourser, il est difficile sous un problème de compétitivité à cause de l'inflation rentrante. On pas obligé de déprécier. Pas dit de combien, non? Parce que je ne peux pas faire calcul. C'est générique. Ça nous amène directement en Haïti. Donc on est que nous sommes pendant 2 ans consécutifs de contraction économique. C'est pour la première fois depuis l'embargo que nous fait 2 années. Nous avons repris en V, après le choc que nous avons pris, tremblement de terre là, l'économie a plongé, elle est remontée. Mais là, nous prenons un pays loc, ensuite Covid là. Et comme son exercice fiscal qui commence le 1er octobre, qui finit le 30 septembre, premier trimestre, ça va être bon, parce que c'est 2 mois, vraiment, l'offre dure. Laisse la chaîne de l'offre, chaîne d'approvisionnement, ça se secouer totalement. Ou pas qu'à sortir produit dans le secteur rural pour porter dans le secteur urbain, produit manufacturé dans le secteur urbain, pas qu'à dans le secteur rural. Les veines de l'économie étaient presque coupées. Donc, premier trimestre, ça a été dur pour l'économie. Bien que nous remarquons qu'il n'y a pas trop d'impact sur la sous-traitance là, et l'exportation n'a pas descendre à un prix extraordinaire. Ou cette analyse pour nous là au niveau mondial, nous avons extrapolé, nous mettons le local, parce que nous sommes obligés, le gouvernement a appelé le 19 mars, le gouvernement a obligé pour un décret pour dire nous confiner, nous fermer et sous-traitance ça prend un plus gros choc qui fait l'exportation va diminuer de manière considérable. Et ça va avoir un impact sur le mois d'avril, le mois de mai. Donc, qui fait que le pays, c'est comme si nous avions un match de football, chaque 15 minutes à mi-temps, nous ramassons 3 goals, donc il y a 6-0 sur nous, donc nous avons une situation extrêmement difficile. Comment ou même on analyse avec chiffres pour vous, puisque nous connaissons que vous lisez l'économie haïtienne tellement bien, bon nous 2 ans ça. Premièrement, l'économie haïtienne a une décroissance. Maintenant, je ne sais pas le chiffre exact là. Ouais. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, qui ont plus de données que moi, comme la Banque mondiale, Fonds monétaire,
c'est pas qui chiffrait des croissances quelque part autour de 4%. Pour me dire que le ministre des Finances était en place où et oui. 2 jours de ça, tu dit qu'il va penser que le choc là possible violent. Alors, m'a noté pour en passant et question que comme vous connaissez, vu l'interview était très rapprochée, beaucoup tendé à ce moment, on m'a parlé avant là, on a beaucoup tendé interview ministre et m'a bien entendu. Normalement, chaque année, je prends vraiment religieusement. Quand on a espace. Quand on a espace, je écoute le gouverneur, je écoute le ministre que je respecte en pile. C'est des messieurs que je prends avec un pile attention, ça veut dire. Mais nous n'avons pas pu le faire. Bon. Mais que, m'a expliqué un bail qui est très important, que le 3, que le 4, que le 2, en termes d'offre globale de biens et services, plus gros composante qui a varié aujourd'hui, et ceci depuis des années, et particulièrement qu'on y a, c'est beaucoup plus la composante qui est financée par les transferts. Transferts injectés représentaient revenu principal 60% de la population haïtienne. Et là, regardez le secteur, le plus gros secteur de l'économie, c'est le secteur commerce, hôtel et restaurant. C'est les plus gros. C'est 30% PIB, c'est l'allié. Pratiquement 59% PIB, peut-être pas 59, peut-être 55, même pas une dernière estimation. C'est le secteur service-là. Donc, il y a un choc que nous avons pris cette année qui est record, ok? Les entrées de devises qui, pour moi, sont le déterminant des importations. Nous sommes capables de démontrer, capables de voir ça. Ont baissé cette année de près de 1 milliard de dollars américains. Ça représente une baisse de 17% des entrées de devises. OK? C'est la première fois moi ça, moi-même de carrière. Bah, j'ai un choc aussi important, sauf peut-être le Téguin embargo. Mais ça, bon, ça remonte à très longtemps, je ne vais pas faire analyse à l'époque ça. Tu vois, parce que je n'étais pas encore armé de toutes les données que j'ai maintenant. Donc, pour moi-même, quel que soit le chiffre de croissance PIB, nous avons année baissé en pile. OK? Nous avons année baissé, l'activité économique a baissé sévèrement. OK? Donc, à partir de là, ça me tape là, c'est que je pense que l'économie haïtienne, il y a même problème avec l'Amérique latine, parce que, pas oublier, pour l'économie haïtienne, on reprend, côté le capable de reprendre. Parce que pour capable de une reprise économique, il faut que vous gagnez une dépense additionnelle dans l'économie. Ça veut dire des dépenses autonomes. Côté dépenses autonomes, qui a sorti pour Haïti, il a sorti essentiellement de côté. Secteur public ou secteur privé? Pour le secteur public, là, je dis à investir, il faut gagner plus propre épargne, ou bien il faut gagner une épargne extérieure. Aujourd'hui, dans ce là en Haïti, pas vraiment côté nous va jouer un financement ça. Tu vois? Parce qu'il faut reconnaître qu'avec un pays qui a la veille d'une élection, qui a un pile déséquilibre, qui a un pile d'insécurité, ce n'est pas facile pour relancer l'économie par les travaux et par l'investissement. Deuxième côté, nous sommes capables de venir, c'est le tourisme. Mais là encore, le tourisme va dépendre de la situation mondiale, va dépendre aussi de la capacité d'Haïti de lutter contre l'insécurité. Parce que même l'OTAN veut faire tourisme intérieur en Haïti, même l'OTAN veut faire agriculture, mais si les axes routiers ne sont pas sécurisés, pas même circuler dans le pays. La mobilité va te donner un problème. Ensuite, le secteur secondaire. Secteur secondaire, je dis, c'est ou bien industrie de substitution aux importations, ou bien industrie d'exportation. Ou bien travaux publics. Mais nous parlons de travaux publics déjà. Bon, écoute, le problème aujourd'hui, c'est que la compétitivité n'est pas au rendez-vous. Et le taux de change qui a apprécié massivement en septembre n'aide pas. Je ne sais pas que c'est une surprise pour personne que je vais dire ça. Un taux de change qui baissé de 50%, premier côté le frappe, c'est l'exportation. Premier côté le frappe, c'est l'exportation, mais dans la production agricole, tout. La production agricole est frappée aussi par l'insécurité. Donc, pas qu'au côté nous avons des dépenses autonomes qui vont le faire là, parce que c'est ou bien dans le tourisme, ou bien dans le secteur manufacturier, ou bien dans le secteur exportation, ou bien dans l'agriculture pour nous gagner, ou bien dans l'État. Tout secteur ça aujourd'hui, il n'y a pas un rendez-vous. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu'à un rendez-vous. Parce que moi, je fais crédit à l'État haïtien qui est capable de régler le problème d'insécurité quand même. Parce que c'est un problème d'ordre public, c'est la responsabilité de l'État.
Et parce que c'est là que le prend le besoin et agit plus rapidement pour le capable déclencher des forces productives et une certaine forme de compétitivité. En fait, en avril dernier, la prévision t'a fait une projection post-Covid, où tu mettais un peu l'accent sur agriculture et tourisme. Mais qu'on y a là, je vous dis là, les routes nationales, kidnapping n'est presque fini pour eux là. Et puis, en conscient, et question. Je ne peux pas dire que bon, l'État a une souveraineté. L'État, c'est le souverain. OK, représente le souverain. Mais, lorsqu'on taux de change qui baisse, on ne peut pas baisser le salaire. Ça veut dire que le chiffre d'affaires des industries, comme par exemple la production de riz, la production de denrées en général, chiffre d'affaires à mesurer un goût de baisser parce que tout de change l'a baissé. Donc, soit $20, mais si il prend un taux de change qui baisse, chiffre d'affaires baissé, mais on pas qu'à diminuer le prix de revient autant parce qu'il y a des gens qui ont payé. Les gens ne sont pas qu'à payer, ou pas qu'à diminuer le salaire. Donc tu viens à une situation où une industrie comme l'agriculture ou bien comme une industrie d'exportation est difficilement capable, je dis, à dynamiser avec la situation de change que nous connaissons. Donc nous devons limiter ça à tout parce que ça va être dit chaque année. Non, on va arriver dans le change là. On commence la politique fiscale d'abord. Bon, pour moi-même, politique fiscale a deux jambes. J'aime recette, j'aime dépenses. L'État a dépensé, a augmenté ses dépenses publiques. D'après les données que j'ai vues sur le site de la BRH, qui c'est vraiment un site que j'utilise parce que le site du ministère des Finances n'est pas fonctionnel depuis un certain temps. Dépenses ont augmenté de 53% l'année dernière. Mais les recettes ont augmenté seulement de 10%. C'est-à-dire que les recettes fiscales sont passées de 76, je crois, à 76 à 85, ça représente à peu près 8 milliards, ça représente à peu près 10%. Le ministre a parlé de 87 milliards de gouttes qui est entré. Bon, 87 milliards, 85 ou 87, ça représente à peu près 10%, 10 et 12%. Alors que tes dépenses ont augmenté de 52%. Maintenant, vous cherchez moyens pour financer par des appuis budgétaires, par des financements divers, bon, du trésor, etc. Mais tout ça veut dire que vous n'êtes pas capable, c'est pas stable. Vous n'êtes pas capable de compter sur lui parce que vous n'avez pas gagné recette. Or, encore une fois, alors diminuer le taux de change, nous ne parlons pas de taux de change tout à l'heure, mais diminuer le taux de change, là aussi diminuer la capacité de l'État de collecter des recettes. Parce que toi, qui as recette l'État, c'est $1, et puis c'est des recettes basées sur l'importation. Or, l'on multiplie le taux de référence Banque centrale qui est plus bas, ou moins de recettes. Mais pendant ce temps, l'État a augmenté les dépenses qui étaient 198 milliards de gouttes, d'après la Banque centrale. 198 milliards pour l'année 2020, il mettait là 254 milliards. Mais on se demande, mais comment on peut le faire, l'équation ça? Naturellement, ce n'est pas maintenant le job là. Donc, m'estimer que Mbaka dit que le ministre n'a pas connaît, ça va faire. Il certainement qu'on va le connaître. Mais l'homme regarde l'équilibre budgétaire, budget 2021, mon petit Jean a posé tête mes questions. Parce que, bon, écoute, je ne vois pas très bien comment on va augmenter les recettes douanières alors que le taux de change est aussi surapprécié. Or, monsieur a augmenté les recettes douanières de 87 à 132. Ensuite, il y a un financement très important de la Banque centrale, 37 milliards. Il y a des financements additionnels par bon du Trésor, que c'est banque qui finance. Donc, la banque financée, un déficit, c'est comme si c'était Banque centrale. C'est même bagaille. C'est-à-dire que c'est création monétaire pure. Et gain 25 milliards plus 16 milliards, ça fait 41 milliards. Donc, 41 et 37 pour 78, ça fait un petit peu... ça suscite des interrogations. Pas dire que ce n'est pas possible, mais ça suscite des interrogations sur la capacité de l'État pour supporter le budget. Ça. Or, l'État haïtien a besoin d'investir, comme les autres États dont je t'ai parlé, dans la santé et l'éducation. L'État haïtien a besoin d'investir dans la sécurité. L'État haïtien a besoin de sécuriser les actes routiers et d'améliorer l'infrastructure. Donc, là, il y a un défi. En fait, nous faisons l'exercice là, je dis là, avec le ministre, là, nous prenons un budget, nous prenons 3 entrées avec 2 sorties. Nous gardons 133 milliards de gouttes que nous avons intention d'entrer du côté des ressources domestiques, 30 milliards qui viennent de dons, et pour le reste là, 71 qui viennent de 35% de financement, avec une dette qui est déjà très forte, nous allons arriver sur lui tout à l'heure. Et l'engagé entrée et sortie, 133 milliards là d'entrée, il y a l'intention de dépenser 136 milliards de dépenses courantes, qui ont un déficit depuis en l'air de 3 milliards de gouttes. Donc, je ne t'ai pas parlé, si nous voulons relancer post-Covid là,
Donc, nous ne sommes pas capables, même local, faire et international, là, pourquoi nous d'ailleurs, que le ministre des Finances, le gouvernement central, là, il dit qu'il faut qu'on gagne quoi avec le Fonds monétaire pour bailler l'autre support qui existait. Et si vous n'avez pas gagné quoi avec le Fonds monétaire, probablement, une série de financement qu'on va gagner. Le ministre fait une bonne partager ça, monsieur. C'est seule l'Union européenne qui a un appui budgétaire de 30 millions d'euros l'année dernière, et c'est la parole ministre qui dit que l'autre, comme nous connaissons, après tant de fonds monétaires pour avancer l'argent sous table. Oui, le fonds monétaire a un appui, mais c'est un appui spécifique pour la santé. C'était 110 millions. 111,8, 112 millions. 111,2 millions de dollars américains. Non, oui. Qui était fait pour Mars là, mais après ça, c'est un bail spécial que le gouvernement a expliqué ça. Mais on a nous besoin d'investissement massif au niveau du secteur social. Ça, c'est sûr. Pour aller dans la même ligne avec Jean Mon a fonctionné là, qui est le deuxième élément pilier que le Forum économique mondial l'a dit. Et qu'on a le point qu'on souligne, revenu minimal universel là, est-ce que je dis en Haïti, on a regardé le niveau de pauvreté, d'extrême pauvreté, distribution, il faut être capable de... Non, nous pouvons bénéficier de lui indirectement à travers le transfert diaspora. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à partir du mois de mai aux États-Unis, on peut dire avril, mais qui a un impact en mai, tu as une augmentation massive des transferts. Et ceci a entraîné une augmentation massive des importations haïtiennes. Vous savez, toujours dire que transfert et importation, c'est deux sœurs jumelles. Vous comprenez? Donc, transfert pour alimenter l'importation immédiatement, c'est arithmétique. Mais ça, si on a un revenu minimum ou si on a des subventions pour redistribuer la richesse aux États-Unis, nous pouvons bénéficier de lui à travers les transferts. Nous jouons déjà paraître dans le chiffre central dans la sécurité officielle. Nous allons une pause là, nous parlons avec Pierre-Marie Boisson de la situation que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Nous allons une pause là pour donner quelques instants pour la troisième partie de l'émission. Nous sommes le 3 janvier 2021, c'est la troisième édition des grands rendez-vous économiques annuels. 1er janvier, le ministre de l'économie et des finances. 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale. 3 janvier, Pierre-Marie Boisson. Toujours avec nous pour analyser la situation économique mondiale, régionale et locale. Pierre-Marie, nous étions déjà dans le local là, parce que a tellement lourd, puis l'activité passée. Nous connaissons les transferts là, on va regarder minutieusement. Et l'économie haïtienne, maintenant, l'économie de transfert. Absolument. Et je me rappelle que le stade de la tour, après les longues discussions de monsieur Tegonel du que bon, nous choisissons dans le pays ça, nous ne pouvons pas exporter bien et services, nous pouvons exporter monde. Donc, voilà que 26 ans plus tard, puisque depuis 26 ans, voilà que nous avons une situation côté que monde nous met dehors, se dit là, c'est transfert là, qui thermomètre l'économie. Et qui parle qu'un paquet de bonnes discussions aujourd'hui, elle a fini sur le marché local d'échange. Donc, nous regardons l'économie réelle là. Contraction faite dans le secteur agricole là, pendant 2 années consécutives. Pluviométrie, pays loc, chaîne d'approvisionnement. Secteur industriel là, il y a 2 parties là-dedans. Il y a sous-traitance et il y a manufacture locale là. Tout de frapper à un moment déterminé. L'autre l'a frappé une plus fort et Covid l'a frappé l'autre plus fort. Service là, si un secteur qui prend coup, bah même dit pendant 2 dernières années, parce qu'il faut nous monter à 2018, pas vrai. Depuis le choc 6-7 juillet, diaspora n'a pas rentré dans le pays à venir, dans le secteur bancaire, monsieur que je dis à plus gros tête fait mal, c'est sous tes prêté comme le secteur hôtelier, parce que mon paquet de chambres d'hôtel, Maxime Charles ça, stock ça à Chita là, il ne peut pas rien, donc on ne peut pas utiliser, donc je vais expliquer le secteur des services là, donc l'économie réelle est très affectée. Maintenant, on prend l'économie financière là, on prend particulièrement, on analyser le bon là, politique monétaire, nous politique fiscale, politique monétaire. Comment on voit ça? Que ce ne sera pas une surprise pour toi que moi, très préoccupé par moi, ça qui passé au cours des derniers mois. Et je partage ça avec plusieurs amis dans la Banque centrale. Et nous ne sommes pas toujours d'accord, mais là, un débat est très banal, très simple. Qui ça fait on change bougie? Ça fait tout change dans changer. Si on va être très simple, je vais toujours expliquer, c'est quantité d'eau là qui a circulé pendant un temps déterminé, à quantité de gouttes qui peut changer avec de la ça pour le faire importation ou bien d'autres usages. C'est-à-dire que sous place un an en arrière, disons que tu as 93 gouttes. Tu as la qualifié, tu as dit bon 93 gouttes là, bon, il pas bon, il trop, il pas. Mais c'était 93 gouttes d'été. Donc, tu as une série de monde qui est une série d'ajustements que tu as fait dans l'économie, notamment le salaire minimum qui t'a ajusté à ça. Entre le moment qu'on a parlé, qui était 1er octobre 2019,
début année fiscale là, avec fin, ou gain 47 milliards de gouttes en plus dans l'économie. 47 milliards. Ça sont données comptables. Puisque, soit regarder les chiffres Banque centrale, ou passer de 160 milliards de gouttes entre cash avec dépôt. On voit dans 160, il y a 60 qui étaient cash et puis 100 qui étaient dépôt bancaire. Vous comprenez? Ou passer en une année à 207 milliards de gouttes. Et ça, c'est des chiffres de la Banque centrale. Donc, là, il y a 47 milliards de gouttes en plus. C'est impossible pour le même taux de change là après. Pour une raison très simple. Imaginons que pendant un mois déterminé, il y a une série de monde qui a changé, qui a acheté $. Mais le marché a un équilibre. Tout le monde qui a besoin de $20, je viens de vendre. Tout le monde qui a besoin d'acheter, je viens d'acheter. Donc il y a un équilibre. Et puis, brusquement, on prend marché ça, et puis un mois après, ou bien 12 mois après, on gagne 30% de gouttes en plus dans le marché. Mais si on ne pas changer tout de change, ça ne peut pas passer. C'est que les gens qui étaient là, qui étaient un corbio, qui étaient un corbio en gouttes, ils étaient assez gouttes pour acheter $. Pour acheter $, cap circulaire. Mais si il y a un goût en plus, c'est ou bien les gens qui viennent à goût en plus, même si c'est même les gens, ils n'ont pas besoin d'acheter $, puisque $, fin acheté. Ou bien, ils ont un ajustement pour faire un prix pour que nouveau volume goût là, acheter même quantité de $. C'est un bagage qui, absolument. Maintenant, ça qui passe, si brusquement on décide, pour des raisons qui peuvent être valables, on va diminuer le taux de change. On prend pire récent, on prend juillet, à 120 000 gouttes, on a acheté $1 000. Kounia, octobre, à 120 000 gouttes là, même 120 000 gouttes là, ou pratiquement acheté moitié. Ou acheté 2 fois plus. Parce que le taux de change, au lieu de 120 gouttes, il 60 gouttes. Donc, on achète 2 fois plus. Mais si tout le monde achète 2 fois plus, posez peut-être une question, est-ce que gagne 2 fois plus de $? Si pas gagne 2 fois plus de $, ou pas le rareté de $. Rareté de $, pas veut dire qu'il y a des gens qui prennent $, c'est non. Il veut dire que goutte là trop fort. Goutte là a trop capacité pour l'acheter $. L'on présente dans la banque là, tout le monde a présenté avec goutte là. Ça a été qu'acheté hier. Il a acheté 2 fois plus jeudi, vers 11h du matin, pas $1 encore. C'est exactement ça qui est passé en octobre. Okay. Maintenant, bon, déclaration que hier, 2 janvier, que le gouverneur a fait pour expliquer la fameuse conférence de presse du 4 août 2020. Vous connaissez que j'ai choisi le gouverneur parmi les 12 personnalités de l'année, avec toute bagarre qui arrivait pendant l'année, son marché, ça n'a pas parlé là. La fameuse déclaration que les fondamentaux de l'économie pas trop flétés. Ça passé, puisque l'importation est tellement diminuée. Pas aucune raison pour que chaque mois, $a pas pressé de 2% et que c'est une spéculation qui t'a fait sur le marché. Ça, c'est pour répondre à tes autres moments là que vraiment, masse goud là, pas gagné assez $. Mais estimer que une pression qui a fait sur le marché, puisque l'importation a diminué, la logique est là. Écoute, je dis 2 choses. Premièrement, d'accord. Moi-même, c'est le premier monde qui dit que tu as gagné une portion d'un $, qui est spéculation. Et c'est normal. Puisque si vous avez un $, ou un $, monter rapidement, soit faire $, ou obtenir. Vous pouvez dire, OK, je ne vais pas vendre jeudi, je vais vendre demain, parce que les demain, je vais vendre plus cher. Ce genre de spéculation-là qui vient mener, et c'est un facteur de spéculation, c'est que il y a un secteur dans l'économie, qui est le secteur des transferts, qui capture plus fort dans le transfert qu'à vendre. Donc, effectivement, le secteur ça a été organisé. Il est capable peut-être de faire une spéculation par là. On me dit qu'il est capable. Mais attention, il y a l'autre parole pour me dire si quantité de $, qui a entré dans l'économie haïtienne par mois, toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire si ça seulement arrive, quantité ça a diminué, taux de change fait pour l'augmenter, pas le diminuer. Je dis pour ça. Parce que c'est quantité de gouttes là, capable ton quantité de $, qui fait taux de change là. Si quantité de gouttes là augmenté, ou besoin de taux de change là augmenté. Parce que sinon, le marché n'a pas un équilibre. Mais si quantité de $, a baissé, taux de change là pour augmenter tout.
parce que quantité goutte la vient trop pour quantité dollar ça. L'ité correspond à quantité dollar X, quantité dollar a baissé, faut qu'on gagne maintenant une pression additionnelle parce que moun qui était capable d'acheter dollar à tel taux de change là, il pas jouer assez dollars parce qu'il y a moins de dollars parce que quantité de dollars transactés dans le marché d'échange là, il reflète la quantité de dollars qui entrent dans l'économie. Or, qui s'est passé pendant l'année, que nous avons dit tout à l'heure, les importations haïtiennes, les entrées de devises dans l'économie haïtienne, par rapport à 2019, ils ont baissé de 17%. Ça veut dire que la quantité de dollars qui a entré dans l'économie en octobre, 17% plus bas que ça qui a entré en octobre il y a un an. Donc automatiquement, le taux de change à l'équilibre faut le plus haut. Parce que good qu'il a déjà trop. Or, good l'a augmenté tout. Maintenant, on retourne sur le premier mondial. Oui, il y a spéculation. Oui, il est justifié que quand il y a spéculation, la Banque centrale intervienne. Mais c'est le premier monde qui t'applaudit à ça. C'est normal. Ou t'es pour mesure qui te prend? Oui, okay. La mesure de faire l'injection des dollars en elle-même est une bonne mesure. Le problème, c'est à qui taux fait. Si ou 20 dollars, il y a deux bails qui arrivent, il y a plus de dollars, mais dollars ou 20 sont les gens qui ont good là, sous ces banques centrales 20 dollars, ou retirer good là, good ça a été. Ou retirer good là dans la circulation. Donc, ou retirer good là, ou mettre plus de dollars. Donc, ou augmenter l'offre de dollars, ou diminuer la dépense, la demande. La demande de conversion dépend de la quantité de good qui gagne. Donc, ce sont bons mesures. Cependant, la façon dont une banque centrale intervient, que moi-même, je recommande que l'intervenue, c'est à travers l'influence que la banque centrale a en jouant sur les variables monétaires. Ils mettent plus good, ils mettent moins good. C'est comme ça, c'est open market. Mais ça, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale en elle-même a été un acteur voulant ramener la goutte plus bas. Il ramener le plus bas. Et ma bonne deux bails qui viennent arriver, c'est que le ramener tellement vite pendant le mois de septembre, là, le marché d'échange vient bloqué parce que les gens qui ont acheté dollars, ils disent mais dollar descend, la Banque centrale fait intervention, la descend rapidement, ils font camper. Donc le marché s'est bloqué parce que le monde a campé. Banque n'a pas gagné un acheteur en face. Donc, le pas un acheteur en face, il n'a pas acheté eux-mêmes tout. Parce qu'il n'a pas l'acheter là, s'il n'a pas vendre. Donc, le marché s'est bloqué, quasiment bloqué, pendant le mois de septembre. Là, on vient retourner sur le marché, à qui ça vient vivre? Même si je dit tout à l'heure, tout le monde qui a engouffré pour acheter dollars, il y a un goutte de mais qui a acheté 2 fois plus de dollars. Donc, il y a eu raté, et jusqu'à présent, il y a raté. Et raté, ça vient provoquer un marché parallèle. Parce que, mettons en place un commerçant importateur qui n'a pas joué un dollar dans la banque. Qui ça va le faire? Est-ce que le bras dit, je ne peux pas acheter dollars, donc je ne peux pas acheter marchandises, chiffre d'affaires, je peux couper 40-50%? Ou bien le bras disparaître? Donc, lui-même, il mettait l'enquête. Comme les banques, même, il a évolué en taux X, lui-même, là, il cherche dollars. Là, il cherche dollars de l'autre côté. Donc, côté là, il cherche là, les gens qui a vendu monsieur à dollars, ils vendent à 80 gouttes. Pour qui ça, pour venir vendre banque là à 65 gouttes? Donc, vous venez marcher parallèle là. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes en Haïti. C'est sûr, c'est sûr. Ce n'est pas la première fois que nous sommes. Maintenant, ça me devait analyser avant. Banque centrale, le gouverneur a demandé ça. Est-ce que le perd du sommeil? Il est le dollar prend 110, 115, 120. Laisse ça, c'est ciel là, il a regardé, plafond, pas pour capable de venir. Mais est-ce que le même rêve qui peut, il a bien dormi, il a jamais pensé qu'il a ramené dollars en bas 70 gouttes? Plancher, est-ce qu'il pensait qu'il a arrivé là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs non économiques non. Qui viennent entrer dans le jouet là? Ou pensez que c'est la Banque centrale, 150 millions de dollars américains qui fait ça? Écoute, moi j'ai gagné 40 ans dans le métier. Je dis que la situation ça dans pile pays. Pour qu'on taux réellement descende, écoute, c'est marché qui fait le descendre, il faut que tout le monde qui a besoin de dollars joigne, il faut que tout le monde qui a dollars joigne, qui veut vendre, vienne acheter. C'est ça le marché en équilibre. Mais si on descend taux, mais que pas de dollars dans la banque, taux n'est pas bon. Non, pas dire bon, non? Est-ce que pas de crête, il dit, mon cher, j'aimerais bien ça et là, qu'il y a un aspect politique dans la question, ah, mon cher,
pour retrouver sur le marché. Non. Je ne vais pas jouer, je vais passer. Écoute. Un Djumba qui est clair, qui est en vérité. Parce que je me désire vivre avec la Banque centrale là, la majorité des dépenses en dollars en Haïti sont indispensables. Ou une population pauvre, population faut le manger. Ou pas qu'à dire, ah mon cher, un problème politique dans le pays, tu ne peux pas acheter et manger jeudi. Ou pas faire ça. Alors collectivement, tout le monde se fait manger, tout le monde se fait aller travailler, donc il faut pétrole là, il faut acheter. Ou une demande de dollars qui n'est pas qu'à diminuer. Les cas font camper pendant une semaine, quelques jours, ils ne pas qu'à font camper pendant 4 mois. Donc, ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la demande qui a baissé, ce n'est pas la demande de dollars qui a baissé, qui fait que le taux a baissé. Le dollar n'est pas à un taux d'équilibre, donc il y a un marché noir. Et ce marché noir aujourd'hui est de plus en plus important. Et ce marché noir, on est capable de combattre par des moyens autoritaires. Mais dans tout pays qui fait là, je prends le cas du Venezuela, je prends le cas de l'Union soviétique, là, ça est arrivé dans les années 91-94. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, que je connais, je prends le cas d'Haïti en 81. Quand on a le même problème là, on n'a pas de changer. Je te dis, OK, 5 gouttes pour $, c'est le taux de change Haïti. Mais qui s'est arrivé en 81? Moi, j'étais au ministère des Finances à l'époque. En 81, le café a baissé de $1 à la livre, de $5 à la livre sur le marché mondial à $1. Il y a 2 bails qui viennent en Haïti de ça. L'État est taxé café. Donc 60% de recette l'État vient du café. Café a descendu à 20% ça le DIA. Recette l'État a baissé. C'est le premier point. Deuxièmement, sur le marché d'échange, on parle du marché d'échange, sur la disponibilité de dollars en Haïti, café a été occupé première place dans l'exportation haïtienne. Mais l'exportation a baissé. Donc vous venez moins de dollars et vous venez plus de good. Ça qui vient arriver. Rareté de dollars. C'est-à-dire que tu as eu une demande exponentielle pour des dollars à travers le marché parce que nous avons besoin d'importer. Et puis, vous venez une réserve de change épuisée. C'est ça qui a privé Kounia dans le pays. Et puis, vous venez gagner un marché noir qui mène nous à s'ennuyer aujourd'hui. On essaie de regarder les pyramides qui gagnent dans le marché parce qu'on a analysé la gouverneure. Moi, je crois que autant que vous parlez en pile de change pendant l'année 2020, mais une grosse découverte qu'on fait, on est même, comme on dit, 40 ans dans le métier, ou qu'on marché d'échange là bien, c'est le fameux acteur sous-agent. Ouais. Que j'ai l'impression que tout le monde ne pas trouver dans le chouette là. C'est vrai. Nous-mêmes, au niveau du système bancaire là, sous-agent, comment nous-mêmes, d'ailleurs, comme économiste, acteur ça. Le sous-agent est une nécessité. Sous-agents sont partis dans l'économie. Même corréler le formel, l'informel, je ne sais pas qui côté pour me classer. Parce que le sous-agent sont les gens qui ont un contrat avec un agent. Maison, Unitransfert, Sogexpress, Capital Transfert, tout est un sous-agent. Et il y a un pile. Il y a 90% d'activité dans le sous-agent. Le gouvernement estime à 4 000 sous-agents sur l'ensemble du territoire. Bien sûr. Sous-agent est nécessaire. Donc, ce n'est pas un mauvais bagage. Maintenant, qu'est-ce qui a changé en 2020 par rapport à sous-agent ça? Jusqu'à une époque récente, tout transfert est payé en dollars américains. Le problème, c'est que pas un pile dollar vert dans le pays. Autrement dit, le stock de dollars verts arrive en côté. Il était excédentaire. Il était exporté. Il était transporté dollars pour aller déposer. Il était transporté dollars par Wells Fargo. Ah bon? Oui. À l'époque, nous étions dans le système bancaire. Il y a 3 dollars qui étaient exportés. Mais, entre temps, il y a 2 bails qui arrivent. Premièrement, de plus en plus, vous les transférez par des maisons, Western Union, Riyad, etc. Riyad. Donc, transfert, ça, c'est des transferts qui voyaient par le net, par moyen électronique. C'est-à-dire que vous ordre de transfert parti dans Western Union, c'est 7-Eleven. Et puis, ils disent, payez au Farrell, c'est $50. Il y a la rapidité que la visite électronique, pas bien, pas fini. Payez au Farrell. Au Farrell, il a campé. Non, côté après un transfert, et puis là, vous venez tout de suite. Mais comment on peut payer au Farrell? Si vous ne Farrell pas, bon, on prend un mauvais exemple. Parce que mais le combien de mortels on a ici, c'est un cash que vous opérer. Il n'y a pas à faire de payer contre 2 bucks. C'est un cash opéré. Il faut bailler la cash. On n'a pas fait billet. Donc, nous vivons une phase pendant plusieurs années côté n'a pas importé billets. Mais en même temps, le transfert a augmenté rapidement. Donc, la demande pour ces billets là augmente, l'offre n'a pas augmenté.
Donc, le banquier dit, nous, monsieur, nous ne pouvons pas faire toute charge comme ça en Haïti, ce n'est pas possible, un bateau, etc. Il va sembler blanchiment. Et puis, nous vivons côté Fédéral Reserve. Banque centrale dit Fédéral Reserve, moi, j'ai besoin de dollars, je contre la CAO. Fédéral Reserve dit, ah non, mais bon, je ne vais pas faire comme là, comme ça, il faut me tracer, il faut me retracer, il faut me faire traçabilité. C'est 2011. Et puis, il y a une difficulté pour nous gagner un billet. Pourquoi ça m'a parlé de ça par rapport aux sous-agents? C'est parce que là, nous avons une difficulté pour nous jouer un billet. Le privé, nous ne pouvons pas payer $1 encore. Banque centrale, pour qu'on soit circulaire là, on a commencé à payer un good. Mais là, on paye un good là. Côté, on doit rentrer pour payer les qui viennent demander là. Quand il y a $1 rentrer, c'est good à payer. Donc, maison de transfert, année ça, ils viennent chita sur une masse incroyable, très importante de $. Et c'est eux-mêmes qui ont fait marcher l'échange. C'est ça qui a changé. C'est en tête numérique là, qui vient bailler sous-agent une position très importante. Il était déjà dans le marché d'échange. Mais il était obligé de payer une fraction importante de transfert en $, qu'on y a payé le good. Donc, ça vient changer, donne là, ça vient faire sous-agent, vient plus important. Donc, la Banque centrale dit sous-agent, écoutez, nous n'avons pas de licence pour nous faire changer, m'a discipliné question ça, ou vient grève, ou vient résistance, jusqu'à ce que la Banque centrale obligée bailler quand même une partie dans transfert là qui est 30%. Voilà la problématique des sous-agents, mais je ne peux pas qualifier ça sous-agent fait ou pas fait, je ne peux pas donner pour ça. Mais c'est sûr qu'on est qui gagne toute masse de dollars ça en amène, parce que nous parlons de $200 millions par... enfin, $200 millions par mois à passer par sous-agent. Maintenant, c'est 30% de 200 millions. Ça, 250 millions qui viennent pour eux, qui sont capables de faire changer avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça représente quand même un acteur très important, même avec les 30%, soit un acteur très important sur le marché, parce qu'il n'a pas besoin de payer transfert en dollars encore. Alors, ça a une dimension tragique pour l'économie haïtienne. C'est que la majorité des transferts rentrant en Haïti sont payés à des pauvres. Or, les pauvres viennent dire que le goût a payé à 100 gouttes, à 120 gouttes, à 90 gouttes, ou payé à 60 gouttes. Pauvre, ça, il perd du pouvoir d'achat. Alors, il y a un contre-argument à ce que je dis là. Il va dire, oui, mais les prix ont baissé aussi sur le marché. Donc, pauvre là, on côté le rattraper parce que le prix là, pas acheter marchandises là bas. Ça était vrai en septembre, ça pas vrai encore en décembre. Pour qui ça? Parce que le commerçant pas $1 dans la banque. Donc, le commerçant importateur pas $1 dans la banque, côté là, l'acheter $. Dans le marché parallèle, il achète là 90 gouttes, 80 gouttes. Donc, prix qui descend en septembre, il va remonter. Tu comprends? Parce que le commerçant n'a pas capable. D'un côté, il dit, je vends une marchandise là à 63 gouttes, 65 gouttes, alors qu'en fait, l'acheter à 80 gouttes. Donc, le prix qui était descendu pour le remonter parce que par la réalité du marché. C'est ça où il y a un taux de change qui désaligné, qui n'est pas aligné sur les forces du marché. Moi, je suis que le grand public là apprend en pile, mais il y a sorti tout aussi troublé, oui, après 3 émissions que chaque acteur ça fait là, ça et le marché d'échange là, avec tout élément ça, qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd. Parce que le gouverneur a dit dernièrement, et le 2 janvier, que les gens qui gagnent une petite libre au Cap haïtien, content le fait que le dollar a baissé. Il dit gouverneur, attention, mais quand même on a produit poules, qui produit œufs, qui a un problème là, ça tout. Donc finalement, est-ce que c'est économique là? Non, mais où on dit que moi dit comme économiste, avec sur le dos de 40 ans d'expérience. Pour un marché noir dans le pays, taux de change officiel là pas bon. D'abord, on parle à n'importe qui économiste monétaire aujourd'hui, dans la Banque mondiale, dans le Fonds monétaire de côté, si que un marché noir dans le pays, il dit quitte au pays, là, c'est tout marché noir. Parce que le marché noir est un symptôme d'une inadéquation du marché formel. Parce que si le marché formel là était bon, tout le monde qui a besoin de dollars tape venir dans le marché formel là. Tout le monde qui a besoin de $20 tape venir dans le marché formel là. Le fait que moun yo pas joindre et ça fait aller chercher dollars et que taux a monté. Donc vrai taux c'est dans le marché parallèle. Donc taux de référence banque centrale là perdu. Il perd du valeur, mesure que le gagne. Naturellement, pas perdu le net. Mais je dis que moi, et me basant sur des expériences multiples, dont l'expérience haïtienne, dont l'expérience soviétique, dont l'expérience en Afrique de l'Ouest avec le CFA, dès qu'on a un marché qui n'est pas en équilibre, ou un déséquilibre, c'est que toi va bon. D'ailleurs, on connaît ça très bien. Dès que pour marcher en équilibre, il faut coupe d'offres et coupe de demande, yo croiser non prix.
soumet ton prix plus bas, demande un prix plus élevé que offre là. Ah, ça me dit ça pour les étudiants, hein? Étudiants économistes. C'est très simple à comprendre. Pour le commun des mortels, l'orgon goût qui trop fort, c'est comme si nous avions dit demain matin un business ou on vend une veste là et puis tout le monde aime veste là. Yo aime veste là en pile, mais veste là on prix. Et pour dire mon yo m'a foncé. Mais veste là tout le monde aime dollars. M'a foncé, m'a baissé prix veste là 40%, ça pas livre. Demain matin, parce que tellement de monde qui prend veste là, c'est que si on vient à 1h de l'après-midi dans le magasin là, il pas prendre veste encore. Ça est une liquidation. Je dis l'intervention étatique dans le marché d'échange équivaut à une liquidation des dollars disponibles et qui fait que pas de dollars pour servir tout le monde. En fini, Nouvelis qui baille gouverneur petite personnalité de l'année dans 12 jours dit c'est pour la première fois que le dollar arrive à 120 gouttes pendant 100 ans. C'est pour la première fois qu'il a ramené à 60. C'est le même gouverneur, le grand écart. Pierre-Marie Boisson, peut-être écouter un bagage, qui taux d'équilibre dans la courbe de tracé pour moi là, qui t'a tout d'équilibré là. Moi, tu as situé ça, tout ça, très très réalistement à 105 gouttes. Je dis pour ça 105 gouttes là. Si je prends comme origine 93 gouttes là, et que je regarde l'inflation pendant l'année, okay, parce que l'inflation vient de injection monétaire là, ou vient d'une injection monétaire qui a augmenté de 29% masse monétaire goutte là, et de à peu près même niveau, 30% masse monétaire totale là. Sous un différentiel ça, entre l'inflation ça et l'inflation des partenaires étrangers, fort dollar a déprécié de ça pour le joindre ajustement nous t'a parlé. Il t'a mis là 115 gouttes. 105 tu as dit. Non, pourquoi ça me dit 105 Parce que me dit OK 150 gouttes. Si au lieu de me faire par rapport à septembre 2019, moi remonter 2 ans en arrière. Moi remonter 3 ans en arrière. Même calcul ça après le bon moins 104 gouttes, 105 gouttes. C'est là que je situe, parce que je me prends avec une analyse robuste, je situe le taux normal correspondant aux quantités de gouttes et de dollars qui ont été injectés dans l'économie, qui circulent dans l'économie. On ne va pas parler de dollars avec, non? On va parler de dollars. OK? Moi, situe toi à 105 gouttes. Maintenant, vous avez dit, oui, mais l'économie, ça a une appréciation. Donc, nous avons descendre à 100 gouttes, nous avons même descendre à 95 gouttes. Ou tu as une pression, ou tu as un problème de compétitivité. Mais dans ces eaux-là, je pense que le marché a équilibré. Et je pense que, parce que ce n'est pas seulement une question de qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui pas, non? Parce qu'on commerce en tassant, c'est gagnant, nous, tout de change surévalué. Mais s'il n'a pas joué une dollar, quand il gagne, tu vois? Donc, moi, je pense que c'est dans cette zone-là que moi, je suis situé le taux d'équilibre là. Mais ceci étant dit, je profite du jour. Je continue à gouverner la Banque centrale en bonne note. Moi, exprimer dans la table ça, un peu l'admiration pour la Banque centrale. Je continue à exprimer. Nous avons des différences, même pas ce marché pour calmer les différences, parce que le marché indique clairement que le taux formel, qui est une victoire pour un certain nombre de personnes, n'est pas en équilibre. Mais je continue à la bonne note. Ni monsieur, ni ministre des Finances. Merci beaucoup. Avec un peu de respect. La boucle est bouclée au niveau économique. 1er janvier, nous avons le ministre des Finances et de l'économie, que Pierre-Marie Boisson, qui a une bonne note. 2 janvier, nous avons le gouverneur de la Banque centrale là. 3 janvier, nous avons gagné Pierre-Marie Boisson là. Nous fermons le cycle économique là avec tout acteur ça. Nous avons poursuivi le 10 janvier, nous avons gagné comme une crise sanitaire. C'est le Dr Paul Farmer qui va parler nous de Covid-19 et nous avons fermé série le 17 janvier avec France Duval qui lui-même va parler de l'aspect politique là. Ciao, à la semaine prochaine.